Ok, très bien. On va démarrer, hein. Donc, tout d'abord, merci tout le monde de nous joindre. Merci d'abord aux Rodolphe et Viviane qui ont préparé une présentation pour expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec l'Event Confederation, c'est rassembler un peu les acteurs régionaux, comme il y a des mesures très spécifiques. Qui travaillent autour de financement, autour de trésorerie, autour de cash flow, qui est évidemment les grands défis aujourd'hui pour les sociétés. Comment passer cette période sans chiffre d'affaires et comment quand même avoir les frais fixes et comment on puisse continuer et essayer de survivre avec la société. Donc, comme Bruno vient de dire, on va enregistrer ce webinaire et après les présentations seront mises à disposition sur la page Facebook de Event Confederation. Je vais aussi le partager ici après la présentation chaque fois dans le chat, comme ça vous savez les télécharger comme vous le voulez. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On va les reprendre après chaque présentation, comme ça on peut, les gens puissent réagir au moment. Et encore important quand même aussi de dire qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans les dossiers individuels. Donc s'il y a des questions très personnalisé entre parenthèses ou très propre à votre société, ça c'est pas le but, c'est pas le forum ici de le faire. Le but est vraiment de parler de mesures généralistes et après c'est en mode de contact individuel avec votre banque ou avec éventuellement Sowalfin que vous savez discuter votre dossier si vous avez des questions là-dessus. Donc voilà. On va commencer avec Rodolphe, Monsieur Piron, qui va présenter les moyens qu'il y a aujourd'hui dans le secteur financier bancaire, donc avec votre banque. Soyons clairs, ils vont présenter les mesures qui existent actuelles. Hein. Donc, c'est pas des gens, c'est pas le plan ici ou le but ici de présenter ce qu'on aimerait faire ou ce que il fallait faire. Ça, c'est pas le but ici. Donc, on va présenter les mesures qui sont actuelles disponibles pour chaque acteur sur le marché. Voilà. Avec ceci, Rodolphe, je vous passe la parole. Je vais prendre votre présentation et je vais partager mon écran comme ça. Voilà, merci Stein. Peut-être juste pour me présenter en deux mots. Donc, moi, je travaille pour Febelfin aux côtés du CEO. Donc, Febelfin représente le secteur bancaire et un peu plus largement d'autres acteurs du secteur financier, dont notamment les sociétés de leasing financier qui participent aussi au financement de l'économie et des entreprises. Et ce qu'on a voulu faire dès le printemps, très rapidement en mars, c'est prendre nos responsabilités en tant que secteur. Il faut savoir que, et ce n'est pas propre à la Belgique, les banques interviennent dans le financement des entreprises à concurrence d'environ 2/3 en moyenne, donc à travers tous les secteurs. Donc 2/3 des financements des entreprises proviennent du secteur bancaire directement ou indirectement. Le reste, c'est essentiellement des fonds propres, des fonds qui sont apportés par les actionnaires, par les entrepreneurs eux-mêmes. Et donc, on est bien conscient en tant que secteur bancaire qu'on a un rôle extrêmement important pour assurer la continuité, pour permettre finalement aux entreprises de continuer à fonctionner. Peut-être pas aujourd'hui, en plein milieu de la période de ce que j'appelle la période de turbulence, mais à plus long terme, de pouvoir reprendre les activités le jour où ce virus et tout ce qui en découle sera, je l'espère, le plus vite possible un mauvais souvenir. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que contrairement à ce qu'on pensait en mars, finalement, on espérait une crise en V et donc un arrêt rapide et une reprise rapide. Malheureusement, je crois que personne aujourd'hui, ni même les experts du secteur médical, ne peuvent dire finalement où on en sera dans 6 mois ou voire même dans 1 an. Donc on doit être prudent, mais néanmoins, nous en tant que secteur bancaire, on souhaite vraiment pouvoir jouer notre rôle à plein, mais le faire d'une manière aussi prudente. Le métier du banquier, c'est gérer les risques, être prudent, et donc on doit faire attention à ne pas se mettre en difficulté aussi, ce qui mènerait finalement dans quelques mois, quelques années, à ce que le secteur bancaire ne puisse plus jouer son rôle pour le financement de l'économie. Ce serait dramatique. On veut éviter évidemment de se retrouver avec, à côté de la crise économique qu'on connaît, une crise financière où personne n'aurait rien à gagner, je pense. Alors, on peut passer au slide suivant qui montre l'agenda. Je ne sais pas si moi je peux faire ça aussi, Stein. Donc, c'est toi qui le faire. Vous ne pouvez pas le dire comme ça, comme vous.
moi j'avance dans votre présentation. Voilà, ok. On va faire comme ça. Donc, je te laisse tourner les slides. Donc, l'ordre du jour, comme annoncé, on va passer à travers les différentes mesures qui existent, avec la nuance que certaines mesures sont en fin de parcours aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'on espérait, évidemment, quand on a mis ces mesures, que les choses puissent rentrer dans l'ordre plus rapidement que possible. Et l'horizon a été essentiellement jusqu'au 31 décembre de cette année. Aujourd'hui, et certainement avec la nouvelle vague, on est en train d'envisager une prolongation, une adaptation aussi des mesures ici et là. Ce n'est pas encore cristallisé, ce n'est pas encore aujourd'hui très clair jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va aller au 31 mars, est-ce qu'on va aller au 30 juin? Tout ça est en discussion aujourd'hui, mais vraisemblablement, toute une série de mesures de soutien vont être prolongées. Ce que je propose ici, c'est de passer à travers les différentes mesures qui ont été mises en place pour vous en expliquer la teneur et l'utilité, et puis on fera le lien aussi avec ce qui existe au niveau des régions, parce que le but en tout cas de l'action au niveau du secteur bancaire, c'est d'être complémentaire avec ce qui se fait au niveau fédéral et au niveau des régions, des 3 régions. Alors ici, on aura la région, ce qui existe en région wallonne essentiellement, mais il faut savoir qu'il y a des organes similaires aussi au niveau de la région bruxelloise et au niveau de la région flamande. Beaucoup de vos entreprises sont actives dans différentes régions et peuvent éventuellement solliciter aussi des mécanismes de soutien dans ces différentes régions. Alors, on peut avancer au slide 3. La première mesure, et ça a été vraiment la mesure la plus efficace, puisqu'on a un montant de 24 milliards de crédits qui ont été gelés, entre guillemets, c'est la mesure de report de paiement, ce qu'on appelle les moratoires dans le jargon bancaire, report de paiement des crédits aux entreprises. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tous les crédits, quelle que soit la forme fondamentalement, des entreprises qui peuvent être gelés pour la partie en capital. Ce qui veut dire concrètement, on continue à payer ses intérêts, mais vu le niveau des taux d'intérêt aujourd'hui, ça représente une très petite partie des montants, des mensualités qui doivent être remboursées par les entreprises. Et donc, on a de cette manière-là, de manière extrêmement rapide et efficace, depuis le début du mois d'avril, pu finalement donner une grande bouffée d'oxygène aux entreprises, de manière générale, puisque toute entreprise qui pouvait justifier d'un impact de la crise du corona sur son chiffre d'affaires a pu solliciter ça, et je vais dire quasi mécaniquement, le report de crédit pour les mensualités en capital donc, a été octroyé directement par le banquier sur simple demande. Il fallait bien entendu le demander. Ça, c'est un des points aussi importants, c'est que on va essayer d'éviter des mesures générales pour tout le monde. Les situations sont très différentes d'une entreprise à l'autre. Et ce qu'on veut, c'est surtout donner des réponses aux entreprises qui en ont besoin, aux entreprises qui sont dans la nécessité de faire appel à cette bouffée d'oxygène, pour prendre une analogie un petit peu médicale qui est assez parlante aussi. Mais pas de faire des mesures générales d'effet d'aubaine pour des entreprises qui n'en ont pas besoin. Il y a des secteurs qui ont continué à tourner, il y a des secteurs même qui ont profité de la crise. Ces secteurs-là, généralement, n'ont pas besoin de faire appel à des mesures de soutien. Mais je pars du principe ici, évidemment, que dans votre secteur, ce n'est pas le cas et que beaucoup de vos entreprises ont fait appel à cette possibilité qui a été, dans un premier temps, prévue jusqu'à fin octobre et puis prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 parce qu'on a vu effectivement mois après mois que malheureusement les mesures de restriction, les mesures de fermeture totale ou partielle sont restées d'application ou ont été réintroduites et donc n'ont pas permis à toute une série d'entreprises de retrouver leur chiffre d'affaires et dans toute une série de cas aussi, le chiffre d'affaires est en gros passé à zéro avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc première mesure extrêmement importante en termes de volume, la demande a été assez forte. Et de cette manière, la banque aussi, quelque part, permet d'accompagner ses clients et d'arriver finalement à traverser la période de turbulence et en espérant finalement arriver à un retour à une situation plus ou moins normale. Qu'est-ce que ça veut dire une situation plus ou moins normale? De nouveau, personne ne peut le dire, mais on peut espérer quand même que tôt ou tard, la plupart des entreprises y compris dans votre secteur, pourront reprendre, redémarrer les activités progressivement, peut-être avec certains ajustements ici et là, mais on peut espérer quand même qu'à terme, on puisse redémarrer et reprendre les activités, maintenir aussi l'emploi qui se trouve derrière. Alors, on peut passer au slide suivant.
Oui, mais on est toujours dans le report des crédits aux entreprises. Donc là, je pense que j'ai brossé essentiellement les éléments avec sur la présentation du slide précédent. Oui, peut-être un point important, revenir sur le slide 4. Ce qu'on a voulu faire, c'est aussi donc, aider les entreprises qui en ont besoin, essayer d'éviter d'aider les entreprises qui n'en ont pas besoin, mais aussi essayer d'éviter ce qu'on a appelé les zombies, à savoir les entreprises qui, même indépendamment de la crise, avant la crise, et ça c'est la situation en février, étaient déjà ce qu'on a appelé des entreprises zombies, par exemple avec des fonds propres négatifs. Ce sont les entreprises qui sont déjà en difficulté avant la crise. Eh bien entendu, avec la crise, évidemment, la situation ne fait qu'empirer, n'est que plus compliquée. Là, clairement, il y a du côté du secteur bancaire une volonté de ne pas aller octroyer du crédit quand il n'y a pas de capacité de remboursement, remboursement à terme, bien entendu. On veut éviter quelque part de déforcer le secteur bancaire lui-même et de gaspiller les moyens qui sont disponibles. Donc la volonté existait déjà en mars, elle existe toujours aujourd'hui, d'essayer de concentrer les efforts sur les entreprises qui, après les turbulences, présentent des perspectives de relance d'activité et présentent, c'est le critère central pour l'octroi de crédit, présente une capacité de remboursement. Et toute la difficulté aujourd'hui, évidemment, dans l'analyse, c'est de voir finalement comment est-ce qu'on peut analyser ça, sachant qu'il y a toute une série de mesures, les mesures de report de crédit que je viens d'évoquer, mais aussi toute une série d'autres mesures, notamment de paiement d'impôts ou de cotisations sociales à l'État qui ont été gelées, voire bloquées, voire suspendues. Mais évidemment, l'analyse financière qui en découle est significativement compliquée pour les banques et pour les entreprises elles-mêmes, quant à savoir, mais finalement, quelle est la situation réelle aujourd'hui, quelles sont les perspectives financières pour mon entreprise demain, avec différents scénarios, avec des scénarios de reprise dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois peut-être. Donc ça, c'est, je pense, la grosse difficulté pour chacun. Mais ça reste, je pense, un point crucial. Ce n'est pas le rôle des banques, il faut bien le comprendre, de financer, par exemple, du capital à risque. On a voulu, après la crise financière de 2008, veiller à ce que les banques ne fassent pas ce qu'on a appelé du casino. Et les banques, aujourd'hui, dans les règles légales qui leur permettent de fonctionner, sont là pour octroyer du crédit, mais ne sont pas là pour aller investir sur les marchés et jouer le rôle des actionnaires avec des fonds propres et du capital à risque. Ce n'est pas le métier des banques. Et c'est là où justement, mais Viviane reviendra sur ce sujet, c'est là où justement les outils régionaux peuvent aider parce qu'elles viennent en complément du financement par crédit bancaire avec des quasi-apports, des quasi-fonds propres qui sont apportés avec des fonds publics et ou une garantie publique qui viennent finalement renforcer la structure financière de vos entreprises. Alors, on peut passer au slide 5. Juste pour vous expliquer le cadre légal, les banques ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent comme elles veulent. Le report a été rendu possible. Vous savez que la régulation financière et bancaire est largement dirigée au niveau européen. On a une autorité bancaire européenne et le cadre défini par l'autorité bancaire européenne a permis le report des crédits aux entreprises, l'a permis jusqu'au 31 décembre 2020. On est dépendant de ce cadre pour éventuellement prolonger ces reports plus loin en 2021, que ce soit jusqu'à fin mars par exemple ou jusqu'à fin juin, ça reste à définir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'autorité bancaire européenne n'a pas encore décidé de prolonger ces mesures de report. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible d'aller vers un cadre général de report comme on l'a mis en place en mars-avril. On est dépendant de ce cadre pour pouvoir le faire. Ce qui n'empêche pas de faire des reports éventuellement à titre individuel. Et aujourd'hui, vous pouvez, je vous encourage, on va y revenir aussi, à prendre contact avec vos institutions financières, à rester en lien très clair et très direct avec votre conseiller bancaire. Il est possible de demander individuellement des facilités. Si vous voyez dès aujourd'hui que vous aurez besoin encore de bulles d'oxygène pour les mois à venir et pour le début de l'année 2021, bien entendu possible d'aller discuter en toute ouverture avec votre banquier pour discuter des aménagements qui ne doivent pas nécessairement d'ailleurs être un aménagement total, un report total en capital. Si vous voyez que vous avez une possibilité de payer une partie en capital, ça peut être aussi une manière de limiter la dette future puisque tout ce qui n'est pas payé aussi est décalé dans le temps et va s'étaler éventuellement plus loin dans le temps, ce qui n'est pas nécessairement dans toutes les situations souhaitables.
Voilà. S'il y a éventuellement des questions, n'hésitez pas. On peut y revenir en fin de présentation, mais moi, je n'ai pas de problème qu'éventuellement vous m'interrompiez en cours de route non plus. Alors, on peut passer au slide suivant. Garantie de l'État, c'est ce qu'on a appelé la garantie fédérale 1. Ça concerne des nouveaux crédits supplémentaires. Et ça a été mis en place aussi très rapidement, au mois d'avril, donc au printemps, avec le ministre des Finances de l'époque, qui était Alexander De Croo. C'est une garantie qui s'applique à toutes les nouvelles lignes de crédit pour une durée maximale de 12 mois. Cette garantie fédérale existe toujours, mais elle a été mise en place donc au printemps. Et au printemps, comme je vous ai dit, l'attente était que la crise soit beaucoup plus courte et qu'on puisse redémarrer beaucoup plus rapidement. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, bon, il y a des crédits qui ont été octroyés avec cette garantie. Mais ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que les entreprises qui avaient besoin de financement supplémentaire, donc de financement qui viennent s'ajouter aux lignes de crédit existantes et qui bénéficient, le cas échéant, si l'entreprise a fait la demande, du moratoire que je viens d'évoquer. Donc les entreprises, finalement, sont venues auprès des banques en disant « Oui, mais c'est bien, mais très vite, le constat est qu'on aura besoin d'un délai de plus de 12 mois pour rembourser. Ce ne sera pas uniquement un petit crédit pont pour gérer le trou ici, mais vraisemblablement, la reprise va être plus lente que prévu. Le chiffre d'affaires, on ne sera pas du jour au lendemain à un retour à 100% du chiffre d'affaires pré-crise. On sera à 30, 40, 50% selon les cas. Et ça va prendre sans doute du temps avant de revenir à des niveaux raisonnables. Et donc, on doit étaler aussi les financements plus loin dans le temps. Et donc, cette garantie existe, mais c'est clair que par rapport à l'enveloppe totale de garantie qui au départ était prévue de 50 milliards et a été réduite à 40 milliards en cours de route, mais évidemment, la production de crédit a été très limitée par ce fait-là que finalement cette garantie ne répondait pas adéquatement aux besoins tels qu'il a évolué. Et accessoirement, ce qu'on a vu aussi, c'est que les entreprises ont surtout fait appel aux mécanismes immédiatement accessibles, comme bien entendu le report en capital des mensualités crédit que je viens d'évoquer, mais aussi tous les moyens de soutien qui existaient par ailleurs et les primes qui sont octroyées aussi par les autorités publiques. Donc, peu de nouveaux crédits. Est-ce que c'est grave? Non, parce que justement, il y a d'autres moyens par ailleurs. À plus long terme, évidemment, il faudra voir quels seront les besoins en financement. Mais j'y reviens dans un instant avec la deuxième garantie qui a été mise en place au mois de juillet. Sur le slide suivant, donc au slide, donc on est toujours ici à la première garantie de 12 mois. Je ne vais pas revenir dans les détails du fonctionnement et de la prise en charge des pertes par la banque. C'est plus Moi, j'avais une question, excusez-moi, j'avais une question sur le slide concernant donc, les crédits entreprises jusqu'à maximum 12 mois. Il y a quand même pas mal de sociétés qui ont fait appel et qui, effectivement, comme vous venez de l'expliquer, se sont retrouvées et se retrouvent en difficulté puisque elles ne pouvaient pas non plus anticiper le fait que ce délai de 12 mois n'allait pas être suffisant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé pour prolonger ce délai de 12 mois ou est-ce que on va se retrouver face à une situation pour des gens qui ne vont effectivement, pour les raisons que vous venez d'expliquer, ne pas pouvoir payer les remboursements au bout de 12 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ou parce que moi, ça me revient beaucoup. J'en ai quand même pas mal qui sont dans cette situation et qui sont extrêmement inquiets par rapport à ça. Alors, effectivement, et ça a été justement, et je vais peut-être passer à travers le deuxième mécanisme de garantie, mais effectivement, 12 mois, le constat a été très vite que c'est trop court. Et le deuxième régime de garantie sur le slide suivant a prévu des échéances à 36 mois, 3 ans. Attendez, on est toujours, voilà, on était toujours sur le slide 8 dans la première garantie. Au mois de juillet, on a mis en place une deuxième garantie de l'État jusqu'à 3 ans, donc jusqu'à 36 mois. Et là, on visait justement à répondre à cette préoccupation liée à la première garantie que le délai était trop court. Et je devrais vérifier, mais je pense qu'il est possible de refinancer une garantie 1 par une garantie de type 2. Donc de passer, en tout cas, nous, la demande du côté du secteur bancaire est d'avoir un maximum de souplesse. Et comme je vous l'ai dit, on est aujourd'hui en train de discuter une extension, puisque ceci, en principe, venait à échéance, y compris cette nouvelle garantie de maximum 3 ans, vient en principe à échéance en fin d'année. Le souhait et la volonté, c'est d'aller
plus loin dans le temps et de pouvoir aller, comme la Commission européenne l'autorise, puisque ceci est une forme de soutien de l'État aux entreprises qui, en principe, en temps normal, est interdit. La Commission européenne l'autorise aujourd'hui déjà jusqu'au 30 juin 2021. Et donc, le souhait est de prolonger ces mécanismes de garantie bancaire jusqu'au moins au 30 juin de l'année prochaine, mais aussi d'étendre dans le temps et même d'aller au-delà des 3 ans qui sont prévus dans cette garantie cette garantie 2 du mois de juillet. C'est d'aller aujourd'hui, la demande qu'on a mis en avant, et on est en discussion aujourd'hui avec le ministre des Finances à cet égard-là, c'est de pouvoir étendre jusqu'à 5 ans. Parce que le constat est très clair aujourd'hui. Pour toute une série d'entreprises, on va devoir étaler encore plus dans le temps que ce qu'on avait anticipé il y a par exemple 3-4 mois, à une période où les choses semblaient se calmer et où on ne parlait pas encore d'une deuxième vague. Donc voilà, les choses sont évolutives, hein, le cadre est évolutif, mais vraiment le souhait de notre côté, c'est d'avoir vraiment des outils qui répondent aux besoins et des outils qui permettent aussi, par exemple, de refinancer des crédits qui sont aujourd'hui sous moratoire et qui devraient faire l'objet d'un refinancement par une nouvelle formule de crédit et de permettre finalement aux entreprises qui ont fait appel au moratoire, qui ont un profil de risque, où justement, on est dans un secteur qui est en difficulté. Il n'y a pas de secteur, à ma connaissance, qui échappe d'ailleurs aux difficultés. Il y a certains secteurs, dont le vôtre, qui est particulièrement touché, bien entendu. Mais l'analyse qu'on fait, c'est que tous les secteurs sont touchés, et certains beaucoup plus gravement que d'autres, bien entendu. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider les entreprises à traverser cette période de turbulence qui malheureusement va durer un petit peu plus que quelques semaines et qui nécessitera vraiment d'avoir cet étalement dans le temps au niveau des remboursements et des financements dans les années à venir. Donc là, ce mécanisme existe et la volonté, c'est clairement de retravailler sur ce deuxième mécanisme de garantie publique fédérale qui répond beaucoup mieux aux besoins du terrain, qui n'a pas encore été beaucoup sollicité en pratique pour les raisons que j'ai expliquées essentiellement, mais on sait que si certaines mesures de soutien, si les reports de mensualité ne sont plus possibles fin décembre, on aura besoin, bien entendu, de mécanismes qui prennent le relais. Et donc, c'est ce qu'on est aujourd'hui en train d'élaborer, on est en train d'y travailler. Et dans les prochaines semaines, on aura un cadre adapté qui va clairement s'inspirer des acquis et des leçons tirées ici des outils qui ont été mis en place depuis le printemps. Voilà pour la garantie de l'État, donc toujours au niveau fédéral. Le régime est facultatif, ça c'est aussi une distinction par rapport à ce qui était prévu dans la garantie de 12 mois, la première garantie fédérale. C'était un régime obligatoire, ce qui était un peu absurde parce que ça veut dire qu'on intègre finalement et on fait payer une prime de garantie aussi aux entreprises qui n'en avaient pas besoin. Je prends l'exemple standard, Colruyt, qui tourne très fort évidemment en période de crise avec toutes les personnes qui font leurs achats et leur commerce en ligne, a besoin par exemple d'un financement à très court terme, à 6 mois, pour mettre en place des mécanismes de désinfection à l'entrée des magasins. Eh bien, Colruyt n'avait absolument pas besoin de la garantie numéro 1, la garantie fédérale, mais néanmoins, si l'entreprise demandait un crédit à 6 mois, eh bien entendu, elle tombait mécaniquement dans ce régime. C'était pas très efficace. Donc, on va ici avec un régime, avec la garantie 2, avec un régime facultatif. La garantie peut être sollicitée pour les dossiers qui en ont besoin, mais c'est pas une obligation. On va regarder crédit par crédit. Et le mécanisme de soutien public fonctionne aussi crédit par crédit. C'est ce qu'on a vu dans les autres États. En France, en Allemagne, les pouvoirs publics interviennent pas au niveau de l'ensemble du portefeuille crédit de la banque, mais vraiment crédit par crédit. Et donc, il y a un partage de risques, il y a un engagement commun de la banque et des pouvoirs publics dans tous les dossiers qui sont financés. C'est clairement de nature à mieux fonctionner que la première garantie fédérale où les 3% de la perte sur l'ensemble du portefeuille crédit de la banque est pris complètement en charge par la banque. Et donc, le souhait ici, clairement, c'est de pouvoir clairement s'intégrer pour les nouveaux aménagements d'une extension de ce mécanisme de soutien via une garantie fédérale, de pouvoir travailler plus sur ce deuxième régime qui est de nature à beaucoup mieux fonctionner sur le terrain et à beaucoup mieux rencontrer les besoins du terrain.
Mais comme je l'ai dit, donc, en principe, on est avec ce mécanisme jusqu'au 31 décembre 2020 et donc aujourd'hui, on doit clairement mettre en place ces outils. Ça passe éventuellement par des arrêtés, par une loi qui doit passer au Parlement, donc ça peut prendre quelques semaines aussi. On est en train de travailler à la mise en place des outils qui prendront le relais dès le 1er janvier 2021. Alors, on peut avancer au slide suivant. De nouveau, le cadre européen temporaire, je l'ai évoqué. Ici, le cadre ne dépend pas de l'autorité bancaire européenne, mais donc de la Commission européenne, puisqu'on parle d'aide d'État. C'est l'État qui, par ses garanties publiques, apporte un soutien aux entreprises. C'est quelque chose qui, dans un schéma normal, dans une économie qui tourne normalement, est interdit par l'Europe, pour ne pas faire des distorsions entre les différents acteurs du marché unique. Ici, on a une mesure d'exception qui permet de le faire et qui a été prolongée jusqu'à la mi-2021, jusqu'à fin juin 2021. Donc là, aujourd'hui, le point d'interrogation, mais on essaye surtout de le remplir et d'essayer de mettre en place un régime adapté de la garantie 2 qui puisse fonctionner et vraiment permettre d'avoir des relais de financement pour les entreprises dans les mois à venir. Alors, on peut passer au slide suivant. Ça, c'est le message vraiment essentiel pour chacun d'entre vous et avec le point important que même dans un secteur, la situation d'une entreprise, la situation financière d'une entreprise n'est pas comparable avec la situation du voisin. Quand bien même on a une activité qui est plus ou moins similaire, le fait d'être propriétaire ou locataire de ces bâtiments, le fait d'avoir autant d'employés qui sont ou non au chômage temporaire, le fait d'avoir beaucoup de crédits, beaucoup d'engagements financiers en cours ou pas, mais évidemment a un impact sur la structure financière et sur les mois à venir. Et donc, c'est vraiment important d'être carte sur table, d'être transparent avec votre banquier, de prendre contact à temps avec le banquier, pas la veille du jour où vous vous sentez et que vous avez l'eau qui arrive aux narines. Ça, c'est vraiment important. Et de permettre de donner finalement au banquier tous les outils pour évaluer la situation. Les banques ont leur analyse de risque, ont toute une série de paramètres de lecture. Et aujourd'hui, il y a toute une série de grilles lecture classiques qui ont été mis en suspens parce qu'on est bien conscient qu'on est justement aujourd'hui dans une période de turbulence et qu'on a besoin d'autres outils, d'autres paramètres. On a besoin finalement d'aider des entreprises qu'en temps normal, on n'aiderait pas. Et on le fait pourquoi? Parce qu'on est conscient que la situation est temporaire, on l'espère en tout cas, et on est conscient aussi qu'il y a toute une série de mécanismes de soutien qui sont là pour accompagner les entreprises. Et donc, c'est vraiment important d'être carte sur table, de partager vos doutes, vos angoisses, le cas échéant aussi, mais de montrer aussi aux banquiers que dans votre business, avec votre activité, quand on aura tourné la page, cette mauvaise page du corona, eh bien, vous pouvez raisonnablement vous attendre à redémarrer des activités, à relancer un chiffre d'affaires progressivement. Et ça vous permet finalement aussi d'avoir une discussion quant à savoir mais quel est le mécanisme le meilleur pour le financement, quel est l'étalement dans le temps que je dois prévoir, quelles sont les suspensions au crédit existant que je dois envisager, et finalement d'avoir la solution qui soit le plus sur mesure. Il n'y a pas de mesure générale qui soit parfaite. Et donc, il faut vraiment pouvoir calibrer le mieux possible la situation de votre entreprise. Voilà. Enfin, dernier slide, où trouver des informations. On a créé avec les fédérations d'entrepreneurs un site qui vise à donner des informations sur comment ça fonctionne le financement des entreprises. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler en termes de, dans le jargon, pas financier, mais dans le jargon des entrepreneurs. Bien entendu, pour les PME qui n'ont pas un service financier propre, un service comptable propre, le comptable peut vous aider à dresser les bilans financiers, à dresser les informations qui sont nécessaires et à finalement prévoir un pronostic par rapport à ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et donc, vous avez sur ce site toute une série d'informations sur les différentes formes de financement, qui sont du crédit et qui sont aussi d'autres choses que du crédit. Il y a du leasing, par exemple, qui permettent de diminuer la position d'endettement des entreprises et qui peuvent, le cas échéant, dans toute une série de situations, permettre d'apporter des solutions. Et il y a aussi tous les mécanismes de soutien public, que ce soit européen, mais qui souvent percolent via le régional et le fédéral. Et bien entendu, ce qu'on a évoqué ici, les mécanismes de soutien au niveau fédéral, mais également les mécanismes de soutien régionaux qui existent de longue date, puisqu'on travaille avec les régions, avec la Savo-Alfine en particulier,
les banques collaborent depuis de longues années à soutenir les entreprises, à soutenir les PME de longue date, mais ces mécanismes ont été adaptés évidemment pour répondre aujourd'hui aux besoins de crise. Et ceci me permet finalement de faire la transition avec la présentation qui vient de Viviane, mais je reste bien entendu à votre disposition pour toute question que vous auriez par rapport à ceci. Très bien, merci. Je vais arrêter de partager mon écran. Est-ce qu'il y a des questions? Dans le chat, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions sur cette présentation? Non? Très bien. Ça veut dire que l'offre est très bien claire. Donc, voilà. Si vous restez en ligne, on peut avoir une discussion aussi en fin de parcours. Très bien. OK. Viviane, on va passer à toi. Est-ce que vous voulez partager ton écran toi-même ou est-ce que... Tu peux le faire et je le fais moi. OK, très bien. Très bien, on va faire ça. 2 secondes. Voilà. Et voilà, si tout va bien, vous avez mon écran maintenant. Voilà, bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui avec Jean-Pierre Di Bartolomeo, qui est le président de notre comité de direction. Je suis moi-même Viviane Moll, responsable des financements à la SOALFIN. Et je vous remercie de nous recevoir pour qu'on essaie de vous expliquer ce qu'on a mis en place depuis le mois de mars pour aider l'ensemble des PME en Wallonie et également les PME de votre secteur. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus pratique possible et surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez intervenir et si vous avez une question particulière. Je peux passer au premier slide, puisque celui-ci n'est jamais que pour montrer la SOALFIN. Voilà, donc le point principal sur lequel on a travaillé depuis le mois de mars, c'est évidemment les problèmes de liquidité liés à la crise sanitaire que l'ensemble des sociétés ont été amenées pour certaines très vite à rencontrer et que d'autres sont amenées à rencontrer actuellement parce qu'au début de la crise, elles avaient encore des réserves de trésorerie qui se sont évidemment amenuisées au fur et à mesure des mois. Ce qu'on essaye de dire aux entreprises aujourd'hui quand elles envisagent un financement, c'est d'essayer, et on le sait, le contexte est extrêmement complexe, d'estimer au mieux ce dont elles ont besoin au cours des 12 prochains mois. Et il vaut mieux venir une seule fois, je pense, auprès de sa banque et auprès de ceux qui peuvent le soutenir, comme la SOALFIN, avec un besoin clairement identifié, qui pourrait être un peu plus important que de revenir à plusieurs reprises. Donc soyez voilà, le plus large possible dans les hypothèses que vous mettez. Et n'oubliez pas qu'à côté de la banque, il y a d'autres partenaires financiers aussi qui peuvent venir soutenir ces besoins de trésorerie. Je reviendrai sur les invests tout à l'heure, mais les invests, alors avec leurs moyens, qui ne sont pas les moyens des banques, mais sont tout de même venus en financement des besoins de trésorerie des entreprises depuis le début de la crise, pour près de 90 millions d'euros. Alors c'est sans doute une petite pierre à l'édifice, mais dans un certain nombre de cas, ça a permis d'apporter les moyens de trésorerie nécessaires. Et je reviens sur ce que Rodolphe disait également au niveau des banques, c'est de prendre contact suffisamment vite avec eux. Donc, n'attendez pas d'avoir 3 fournisseurs qui viennent vous menacer de vous envoyer un huissier pour solliciter que ce soit l'Invest ou la banque, mais je vais venir plus en détail sur ça. Alors, je vous dis, nous, avec toute notre humilité, on a bien conscience que c'est extrêmement difficile pour vous de pouvoir estimer ces besoins, mais ça doit être le point de départ. Votre expert comptable peut peut-être vous aider à formuler des hypothèses qui vous montreront voilà, quel est le creux maximum que vous devriez attendre sur les 12 prochains mois. On peut passer au slide suivant. Alors, comment nous, SOALFIN, on agit dans tout ça? Notre mission, nous, la SOALFIN, c'est vraiment de faciliter l'accès au crédit aux entreprises et pour permettre la concrétisation et le développement de leurs projets quand elles sont dans des phases de lancement de projet et de l'obtention de financement quand on est dans des situations de crise. On se positionne vraiment comme un partenaire des entreprises, des PME. Donc, notre public cible, ce sont les PME, mais en gros, ce sont 96% des entreprises actives en Wallonie. Et on a un rôle que l'on va estimer comme complémentaire aux banques, mais qui est souvent déterminant et qui l'est d'autant plus dans la situation actuelle. Donc, notre rôle, SOALFIN, il est fortement accru en période de crise. On a vraiment une activité contracyclique. Donc, quand tout va bien, quand les entreprises se portent extrêmement bien, que le contexte économique est ultra favorable,
les banquiers ont tendance, et c'est assez naturel, à octroyer les financements sans aucune difficulté. Maintenant, quand on se retrouve dans des situations comme celle que l'on vit aujourd'hui, là, notre rôle est d'autant plus important. Je précise que nous, quand on regarde une entreprise que l'on peut soutenir dans le contexte de crise actuelle, on va regarder sa situation au 31 décembre 2019. Donc, on va se dire, est-ce que cette entreprise, avant la crise, était financièrement saine et viable? Si c'est le cas, bien évidemment, on soutiendra et les pertes que les entreprises vont être amenées à rencontrer au-delà des tensions de trésorerie qu'elles connaissent, nous n'en tiendrons évidemment pas compte pour considérer si oui ou non nous pouvons venir en soutien de l'entreprise. Je peux passer au slide suivant. Alors, comment nous intervient-on principalement? Alors, quand Rodolphe de Pierrepont expliquait que la garantie fédérale, une garantie, l'État fédéral, enfin, un organisme public n'est pas autorisé à octroyer de garantie afin de ne pas distordre, amener des distorsions de concurrence. À la SOALFIN, on octroie des garanties avec des moyens publics, mais on fonctionne dans un système d'aide d'État. Donc, on peut le faire, c'est autorisé, mais en respectant un certain nombre de critères et en calculant un maximum d'aides dont l'entreprise peut bénéficier. Mais nos garanties sont évidemment tout à fait compatibles avec le régime des aides d'État, mais il y a donc un principe d'aide qui est assez simple à calculer pour nous et qui est relativement minime. Et donc, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Le risque qu'on va accepter de prendre dans une entreprise, de manière générale, il va vraiment dépendre de l'entreprise, mais clairement, donc on doit vraiment réinsister sur ça, la situation de crise nous amène à renforcer significativement notre rôle avec notre garantie. Donc, vraiment venir pousser les banques, d'une part, à maintenir les moyens financiers qu'elles ont mis dans les entreprises, et je reviendrai plus tard, mais en garantissant même ces moyens-là, alors qu'au départ, on n'était pas garant de ces moyens, et puis en poussant les banques à octroyer des moyens complémentaires, en garantissant significativement les moyens complémentaires que les banques vont amener. Alors, l'intérêt pour vous de cette garantie, c'est évidemment pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est que vous puissiez avoir accès à ce crédit complémentaire tout en préservant votre patrimoine privé. On comprend aujourd'hui que les entrepreneurs, la majorité des entrepreneurs, ils ont déjà pris d'énormes risques financiers dans leur entreprise et que dans une situation de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, ils aimeraient bien peut-être préserver ce qui est encore à préserver au niveau de leur patrimoine privé. Notre garantie, elle est vraiment là pour ça. Elle est là pour vous aider à avoir ce crédit complémentaire sans venir vous porter, par exemple, caution pour la totalité du crédit. Donc ça, ce sont des choses qu'on souhaite évidemment totalement éviter. Et nous, l'intérêt de faire de la garantie à la SOALFIN, vous allez comprendre très vite, quand on fait un prêt de 100 000 €, on doit avoir 100 000 € d'argent public pour pouvoir délivrer ce prêt. Quand on vient garantir 75% d'un crédit fait par une banque de 100 000 €, la banque va sortir les 100 000 €. Nous, on a pris un engagement de 75%, mais on ose espérer que toutes les garanties que l'on va émettre, qu'elles vont aider un nombre significatif d'entreprises à s'en sortir. Et donc, ce qu'on mobilise comme argent public, c'est le risque que l'on estime prendre sur l'entreprise. Donc, si on se dit aujourd'hui, voilà, le risque que l'entreprise ne survive pas malgré cet apport de cash complémentaire, il est de, je vais prendre 20% pour dire quelque chose, eh bien, l'argent public que l'on va devoir mobiliser, ce sont les 75% des 100 000 fois 20%. Donc, ça permet, cet outil de garantie permet, avec des moyens publics, de faciliter un accès au crédit et d'amplifier ces moyens publics avec des moyens mis à disposition des entreprises qui sont bien plus conséquents. C'est ça tout l'intérêt d'un outil de garantie. On peut peut-être passer au slide suivant. Alors, le principe, il est très simple. La demande, ce n'est pas à vous que nous l'adressez. Ce n'est pas à nous que vous l'adressez. Vous allez vous adresser à votre partenaire bancaire, solliciter un crédit complémentaire pour vous aider à financer votre trésorerie. Alors, j'entends bien, il y a la garantie fédérale. Si le crédit que vous sollicitez est éligible à la garantie fédérale, surtout, allons chercher les moyens qui existent au niveau du fédéral. Maintenant, dans un certain nombre de cas, la garantie à 80% sur des crédits jusque 3 ans est une garantie qui est sortie fin juillet. Le temps que les banquiers l'intègrent, elle a été proposée à partir du mois d'août.
Entre-temps, la première garantie, Rodolphe Pierron vous l'a expliqué, a été très peu utilisée parce qu'elle était peu opérationnellement difficile à mettre en place. Et donc, nous, depuis le mois de mars, on octroie nos garanties selon le modèle qui a toujours existé à l'ASSO Alfine et qui est une garantie qui va jusqu'à 75% d'un crédit, j'y reviens plus tard. Mais le principe, c'est vous vous adressez à votre banque prend une décision conditionnée à notre intervention et vous allez voir que dans certains cas, notre intervention couvre la majorité du risque, pas tout le risque, mais la majorité du risque. Et nous répondons à la banque. Alors, quand on est dans une situation qui n'est pas de crise, on s'engage à répondre à la banque dans les 15 jours. Aujourd'hui, avec les solutions qu'on a mises en place dès le 15 mars, on répond à la banque dans les 6 jours ouvrables. Donc, on s'est aussi dit, nous, qu'au-delà de proposer des solutions, on devait être hyper réactif, aller très vite. Et je vais même un pas plus loin, que ces 6 jours ouvrables, dans un certain nombre de cas, il n'y a même pas d'accord à demander de notre part. On a délégué aux banques la décision de nous engager. Donc là, le banquier sait, et je vais revenir sur la solution un slide plus loin, le banquier sait que s'il est dans ces conditions-là, il a accès automatiquement à notre garantie, il est sur son intranet, il se log sur notre système, il octroie le financement, notre lettre de garantie est générée sur son ordinateur directement signée par notre direction et il n'a même pas à nous demander notre accord. Donc là, il n'y a pas de délai de décision. On peut passer au suivant. Alors, à côté donc, de la garantie dont vous avez très probablement compris tout l'intérêt en termes de moyens publics mobilisés, on a tout de même des solutions de financement parce que dans un certain nombre de cas, on se rend bien compte que le banquier soit ne voudra pas y aller, soit ne voudra pas y aller seul, sera dans une perspective de partager le risque et donc pas nécessairement de faire le financement tout seul. Et donc, les solutions de financement qu'on propose au sein du groupe Sovalfine, la principale, c'est une solution de prêt subordonné. Pourquoi est-ce qu'on… Le prêt subordonné, c'est quoi? C'est un prêt où, en cas de problème, on passe derrière tout le monde. Donc, le jour où l'entreprise devrait ne plus savoir honorer ses dettes, le banquier sait qu'il passe devant nous, tous les créanciers, tous vos fournisseurs savent qu'ils passent devant nous, nous passons en dernier, nous passons juste devant l'actionnaire. C'est ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. On ne vient pas s'immiscer, pour ceux qui sont en société, dans l'actionnariat. On ne veut pas avoir une position d'actionnaire, on ne veut pas commencer à négocier des partages de propriété. On vient juste derrière, en fait. Et donc ça, c'est tout l'intérêt avec une solution publique de venir avec du prêt subordonné, c'est de pouvoir venir compléter en étant ce qu'on appelle du quasi-fonds capital ou des quasi-fonds propres. Après, on a pas mal d'autres solutions de financement qui sont aussi utilisées. On peut prendre aussi au niveau du groupe Sovalfine au travers des invests, des participations des entreprises. On peut faire des prêts avec des garanties, des prêts sans garantie. On peut faire des avances, comme les banquiers les font, des avances à terme fixe. Donc, il y a plein de solutions de financement qui existent, mais celle qui aujourd'hui est privilégiée, c'est le prêt subordonné ou le prêt chirographaire, non garanti. Donc, il ne passe pas derrière tous les créanciers, mais il ne bénéficie de toute façon d'aucune garantie. Donc, toutes les garanties que l'entreprise peut donner le sont en faveur d'autres financeurs que nous. Donc ça, c'est au niveau des financements ce qu'on peut faire là sur la fin. Après, je vais venir de manière concrète sur les solutions précises. Alors, on peut passer au slide suivant. Pour les demandes de financement, les principes ils sont assez similaires à ceux de la garantie. Donc, quand on est avec une formule de prêt qui est à côté d'un banquier, c'est le banquier qui décide. Il dit « Je souhaite partager le risque avec l'ASSO Alfine ». Il nous envoie sa demande. Et dans un certain nombre de cas, c'est automatique. Donc, même pour le prêt, on a des solutions où le banquier, il sort lui-même sur son ordinateur notre convention de prêt à nous. Donc, on n'analyse pas du tout. On a délégué au banquier la décision de nous engager en prêt également. Donc, c'est lui qui va sortir la convention de prêt. Il remplit un certain nombre de champs. La convention de prêt sort. Il a fait signer par son client. Il nous informe et on libère les moyens sur le compte du client. Maintenant, pour des prêts de taille plus importante, on a ce système où on analyse la demande et où on s'engage à répondre dans des délais très courts. On peut passer au slide suivant. Alors, dans la situation actuelle, très vite, on est venu avec des solutions spécifiques en réponse à la crise, mais qui sont inspirées de l'expérience qu'on a développée depuis 2001 à l'ASSO Alfine, en essayant de répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs. Alors, la première réponse qu'on a proposé aux entreprises, c'est le prêt ricochet. Donc, vous avez peut-être entendu parler. Donc, le prêt ricochet, c'est un produit totalement automatisé. Donc, sur celui-là,
nous n'intervenons pas dans la mesure, nous n'intervenons pas au niveau de la décision. C'est nous qui prenons la majorité du risque, mais on n'intervient pas au niveau de la décision. C'est le banquier qui décide de nous engager. Ça fonctionne comment? La banque va octroyer un crédit à l'entreprise jusqu'à 30 000 €. Il faut savoir qu'on est en train de négocier pour augmenter les plafonds, je vais y venir après. Et donc, la banque octroie à l'entreprise un crédit de 30 000 €, qui peut être un crédit de type une avance, enfin, ou un crédit bullet, donc une avance à terme fixe, donc remboursable à l'échéance de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça c'est au banquier de définir, ou un crédit qui se rembourse tous les mois, idéalement avec une franchise, parce qu'on imagine mal dans le contexte actuel le crédit sans un minimum de franchise de l'ordre de 6 mois. Donc, le banquier fait un crédit de 30 000 € sous cette forme-là, il a automatiquement une garantie chez nous de 75%. Donc, ce qui veut dire qu'il prend un risque de 7 500 €. Et à côté de cette garantie à laquelle il a accès automatiquement, il peut activer chez nous un prêt subordonné. Donc, vous vous rappelez, le prêt subordonné qui passe derrière tous les créanciers, qui n'intervient pas donc dans une discussion entre actionnaires. Donc, à côté de ces 30 000, il dit dans l'intranet de la Socamut, de notre filiale Socamut, dans l'intranet du groupe Swalfin, je souhaite que vous prêtiez la moitié de mon crédit à l'entreprise. Donc, c'est maximum 15 000 € et maximum 50% du crédit qui est fait par la banque. Ce crédit est fait avec un taux zéro et avec une franchise en capital de 6 mois. Donc, il n'y a pas d'intérêt perçu sur le crédit, c'est du subordonné, c'est complètement automatisé. Cette plateforme, elle est accessible depuis le 6 mai 2020. Et à un moment, il y a eu un peu de flou sur le fait est-ce que ce prêt était combinable ou pas avec les primes régionales. Ça a vite été réglé, mais c'est tout à fait évidemment combinable avec les primes régionales. On est en train de négocier, mais on n'a pas d'accord aujourd'hui, une augmentation du plafond pour que ce prêt, donc 30 000 garantis à 75% automatiquement, à côté de 15 000 de prêts subordonnés chez nous, passe à 150 000. Avec 100 000 faits par la banque, garantis automatiquement à 75%, et 50 000 de prêts subordonnés chez nous, mais on n'a pas encore l'accord pour pouvoir le faire. Et donc ça, c'est la première solution c'est une des premières solutions qu'on a développées au sein du groupe Swalfin. Elle a été accessible à partir du 6 mai, il a fallu le temps qu'on développe la plateforme Internet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien avec la majorité des banques. Je peux passer au slide suivant. À côté de ce produit spécifique donc, qui est complètement opérationnel depuis début mai, dès le 15 mars, on est venu avec nos solutions de garantie, je l'ai déjà un peu évoqué au début de la présentation, en disant on veut surtout que les moyens qui sont aujourd'hui dans les entreprises, les banquiers les maintiennent. Et on se rend bien compte qu'un banquier qui un jour a fait un financement du besoin de fonds de roulement, donc des besoins de trésorerie d'entreprise, seul, sans garantie chez nous, se dit au moment où la crise arrive, voilà, c'est pas simple pour moi de maintenir ce crédit en l'état sans sûreté supplémentaire. Et l'idée, c'est quoi? C'est de venir solliciter la Swalfin pour garantir les moyens existants. Donc, les financements, je ne parle pas de crédit d'investissement, je parle de financement de type besoin en fonds de roulement, donc ce qu'on appelle alors ça peut être des lignes de caisse, ça peut être des avances à terme fixe. On parle parfois de straight loan, donc ce type de financement, les maintenir, et nous, on accepte de venir garantir ces moyens alors qu'on n'était pas au départ sollicité pour le faire, avec un engagement jusqu'à 500 000. Ce qui a surtout été beaucoup utilisé, donc ceci a été utilisé par les banquiers, mais on a vu les banques rester, en tout cas dans celles que nous, on voit dans notre portefeuille, rester dans les entreprises sans nécessairement solliciter cette garantie. Ils sont par contre venus énormément chercher notre proposition de garantir 75% de nouveaux moyens financiers. Donc des nouveaux moyens financiers qui seraient mis à disposition des entreprises pour les soutenir dans le cadre de la crise. Là, on peut venir jusqu'à 75%. Donc ça, c'est quelque chose qui est opérationnel depuis toujours, mais qui a été remis en avant très fortement depuis le 15 mars. Et quand je dis sans plafond, dans les fonds, on peut monter jusqu'à 5 600 000 € d'engagement en garantie. Donc, on a, normalement, à la Swalfin, on est limité à 1,5 million. Mais dans le cadre de ce fameux régime notifié de la Commission auquel l'État fédéral a eu également recours, on est autorisé à aller au-delà du 1,5 million et on est autorisé à aller jusqu'à 75% de 7 500 000 €. Ce qui veut dire que voilà, on a des solutions, même pour les très grosses PME qui auraient des besoins vraiment amplifiés. Et donc, au-delà de venir proposer une solution, comme je dis, on est venu aussi
en se disant on ne peut pas commencer à dire qu'on va répondre dans 15 jours. Souvent, l'entreprise, elle est venue déjà en situation urgente auprès de son banquier. Il faut le temps que le banquier décide. Et donc, notre engagement, c'est donc de répondre dans les 6 jours ouvrables. Et donc, on n'a plus ce comité de crédit qui se tient tous les 15 jours. On a des comités de crédit en continu. Donc, au moment fort, je vais dire, de la première vague, donc au courant des mois d'avril et mai, on avait 5 à 6 décisions qui partaient tous les jours au comité de crédit, donc pour les moyens plus importants, sans parler donc des produits complètement automatisés. L'idée vraiment, c'était quoi? Je le redis, c'était d'abord sécuriser les moyens existants et puis ensuite considérer l'octroi de nouveaux moyens. Ça, c'était vraiment les deux volets, c'est sécuriser ce qui est déjà dans les entreprises et contribuer à ce que les banquiers financent le complément. Et comme je le redis, si la garantie fédérale est possible, le banquier va chercher la garantie fédérale. Maintenant, dans un certain nombre de cas, même un financement aujourd'hui en 3 ans n'est pas suffisant pour l'entreprise. L'entreprise, elle essaye tant bien que mal de faire un plan d'affaires avec des hypothèses dont on sait que c'est extrêmement difficile de les fixer dans le contexte très incertain qu'on vit. Mais on a aujourd'hui des banquiers qui font des financements de trésorerie sur 4 ans, 5 ans, avec une franchise de 6 mois. Et ça, c'est des choses qui n'étaient de toute façon pas possibles sous le fédéral et qui étaient tout à fait possibles chez nous. Donc, ce sont des choses que l'on a fait donc, de manière régulière depuis le début du mois, enfin depuis la mi-mars. Je peux passer au suivant. Alors, au niveau des financements, donc là, j'étais sur des garanties. Au niveau des financements, qu'a-t-on fait à la SOALFIN? Donc, on a octroyé des moratoires sur les prêts existants de l'ensemble du groupe. Donc, nous, nos crédits se remboursent généralement trimestriellement. Et donc, sur l'échéance du 31 mars, toutes les entreprises du groupe SOALFIN ont bénéficié d'un report automatique du capital et des intérêts. Donc, 0 à payer et on prenait juste l'échéance du 31 mars et on la mettait en fin de crédit, en capital et en intérêt. Aucun intérêt calculé sur le solde restant dû qui ne se remboursait pas. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait au 31 mars. Au 30 juin, dans un contexte où on avait le sentiment que la situation pour certaines entreprises était plus favorable qu'au 31 mars, on a proposé à des entreprises particulièrement touchées, dont celle de votre secteur, qui avaient des crédits chez nous, de pouvoir bénéficier de ce report également, et là, uniquement un report en capital et pas un report en intérêt. Et donc là, on l'a proposé à toutes les entreprises de secteurs touchés, dont les vôtres, de reporter, et il y a un certain nombre d'entreprises qui nous ont fait la demande du report, et c'est nous qui avons pris l'initiative de les contacter, et celles qui sont revenues vers nous ont eu automatiquement un report. Sur le 30 septembre, on n'a pas fonctionné comme ça, on a attendu que les entreprises viennent à nous, et toutes celles qui sont venues à nous, on a fait le report, et là, on est en train de considérer, on va un petit peu voir comment les choses évoluent sur les 15 jours qui viennent, de voir comment on va traiter l'échéance du 31 décembre, est-ce qu'on va proposer automatiquement à toutes les entreprises de notre portefeuille, est-ce qu'on va revenir d'initiative vers celles qui sont les plus touchées. Donc ça, on est aussi, comme vous, dépendant de décisions dont on n'a absolument pas la maîtrise et pour voir ce qu'on pourra faire. Enfin, aujourd'hui, l'impact en trésorerie, alors ce ne sont pas les 24 milliards des banques, évidemment, de moratoires qui ont été faits, mais voilà, l'impact trésorerie pour le groupe SOALFIN, c'est 35 millions d'euros d'échéances. Donc, les invests ont pratiqué de la même manière, d'échéances qui ont donc été reportées. Donc, on a bien pris le paquet, on a reporté à la fin. Il n'y a pas des mensualités, des trimestrialités qui vont être plus importantes sur la durée résiduelle du crédit. On a allongé tous les crédits. Alors, pour les financements donc, de besoins urgents de liquidité, donc, comme je l'ai dit, il y a les banques, mais il y a aussi les invests. Et j'ai déjà donné le montant, mais les invests ont octroyé de manière significative des avances de trésorerie aux entreprises. Alors, généralement, tout comme les banques, les invests sont prioritairement allés dans les entreprises dans lesquelles ils étaient déjà. Comme les banquiers aujourd'hui vont a priori principalement, même quasi exclusivement, chez leurs clients, donc ils vont envisager des solutions avec leurs clients qui existent déjà, mais les invests ont prioritairement ciblé les entreprises qui étaient déjà dans leur portefeuille. Donc ça, c'est pour les deux premières solutions pour alléger, la première pour alléger vraiment la charge de crédit, la deuxième pour apporter des nouveaux moyens. On se rend bien compte que alléger les sorties de cash, c'est la première chose évidemment que les entreprises recherchent avant d'aller se remettre de la dette en plus. Les solutions sur lesquelles on travaille maintenant, c'est de venir renforcer donc, les quasi-fonds propres des entreprises. Donc, on sait que l'année 2020 va pour beaucoup être compliquée, que la situation des fonds propres va se retrouver affectée par des pertes qui auront été générées au cours de l'exercice, que
que ça va être compliqué dans ce contexte-là pour des financeurs tels que les banques d'envisager les choses sereinement et d'envisager de nouveaux financements. Et donc, on travaille sur une solution de prêts subordonnés pour renforcer la trésorerie et renforcer les quasi-fonds propres des entreprises, donc toujours en restant juste en dessous de l'actionnaire, donc en ne voulant pas se mêler des conventions d'actionnaires, des négociations entre les propriétaires de la société. Alors, le prêt ricochet, la partie prêt subordonné du prêt ricochet, c'était un premier début de solution, mais on se rend bien compte que 15 000 €, ce n'est pas ça qui va solutionner les problèmes de solvabilité. On envisage donc cette majoration du prêt ricochet à 150 000 avec 50 000 € de prêt subordonné qui viendrait renforcer cette solvabilité. On travaille surtout sur un nouveau produit. On peut passer au slide suivant. Donc, on travaille surtout sur un nouveau produit qui est en cours de développement où on veut que la solution soit simple, rapide et unique sur l'ensemble de la région wallonne. Alors, le principe, c'est toujours le même. C'est qu'on veut soutenir avec cette solution des sociétés qui n'étaient pas en difficulté avant la crise. Donc, des sociétés dont les fonds, alors on prend comme critère, quand on est en société, pour un indépendant, évidemment, c'est différent, là, on n'aura pas ce critère-là. Une entreprise dont les fonds propres ne sont pas réduits à moins de la moitié du capital au 31 décembre 2019. Donc ça, c'est la situation de départ que l'on prend pour dire que ces entreprises-là étaient financièrement saines avant la crise, elles sont touchées par la crise, on les aide avec cette solution-là. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que c'est un prêt donc subordonné, j'ai expliqué le concept, qui sera toujours conjoint, alors deux solutions, soit à un nouveau crédit bancaire, donc le banquier viendrait faire du financement dans le cadre de la reconstitution du fonds de roulement de l'entreprise et sur un horizon plus long, donc soit de nouveaux crédits bancaires, mais il pourrait être aussi conjoint à un moratoire fait par la banque sur un crédit existant. Donc imaginons que vous ayez auprès de votre banque un crédit d'investissement pour financer tout le matériel dans lequel vous avez investi ou les aménagements de vos bâtiments. Et le banquier est disposé à vous octroyer, il est bien conscient que l'année 2021 pour vous va être potentiellement très compliquée. Il accepte de dire je reporte mes échéances en capital de l'année 2021 à la fin de mon crédit. Ces échéances en capital représentent 200 000 €. Donc, je n'importe pas du nouveau cash. J'accepte de ne pas encaisser le cash l'année qui vient. Et avec ça, je peux en plus, mon client peut aller chercher à côté un prêt de la Soalfine, du groupe Soalfine, qui va être de 200 000 €. Donc, il y a du nouveau cash à porter. C'est la Soalfine qui le fait. Et la Soalfine va dire ce nouveau cash que l'on apporte, puisque le banquier accepte de ne pas être remboursé pendant l'année 2021, et bien nous, on accepte de ne pas être remboursé pendant toute l'année 2021, plus encore 6 mois en 2022, pour vraiment laisser le temps à l'entreprise de rebondir et de se dire, voilà, là, elle va avoir 18 mois de moratoire, donc 18 mois sans remboursement de capital, et puis on commencera à rembourser le prêt subordonné sur la même durée que la durée résiduelle du crédit bancaire. Ou alors le banquier fait des nouveaux financements et on vient à côté de la banque faire un financement et on est dans un principe de 1 pour 1 à la condition que le banquier ne nous demande pas de garantie sur son crédit. S'il nous demande une garantie sur son crédit, mais on espère bien qu'on va pouvoir, avec les négociations en cours avec l'État fédéral, il pourra aller chercher cette garantie à l'État fédéral. Mais s'il devait solliciter une garantie de notre part sur sa partie de crédit, on considérait l'idée de faire la moitié de son crédit à lui. Alors, minimum 50 000 €, maximum 1 million d'euros. Donc ça, c'est la fourchette qu'on s'est fixée. La franchise, j'en ai parlé. La durée, j'en ai parlé aussi. On va proposer, pour être en l'absence d'aide d'État, et donc que le potentiel d'aide d'État auquel vous pouvez avoir accès ne soit pas amputé par ce prêt, le taux que l'on demandera est un taux de 2,5%. Et ce produit ne pourra être mis en place que si l'on obtient, on est en train de négocier avec le Fonds européen d'investissement, donc qui est un organe européen qui dépend de la Banque européenne d'investissement, on est en train de négocier une garantie de 70% de ces crédits. On peut se permettre de vous offrir ce type de prêt si l'on a derrière nous l'Europe qui nous couvre à 70%, et ce ne représentera aucun frais additionnel pour vous. Donc le principe, c'est on octroie le prêt. La Soalfine n'a jamais pratiqué aucun frais de dossier ou frais d'analyse. Donc, on fait le prêt, le montant et le seul coût pour l'entreprise, c'est ce taux de 2,5. Et l'intérêt, c'est évidemment le moratoire, la franchise en capital, le fait que vous ne remboursez pas de capital
pendant un horizon qui est de minimum 6 mois de plus que ce que la banque, elle, est disposée à faire. L'objectif, ben là, évidemment, on n'est pas tout seul à la manœuvre, on est dépendant du Fonds européen d'investissement. On va très vite dans la due diligence qu'ils sont en train de faire avec nous. On a déjà des partenariats avec eux, donc ils nous connaissent. Hein. Ce n'est pas comme si on débarquait dans une institution européenne en leur demandant une garantie. On travaille avec eux depuis 2015. L'objectif, c'est que ce soit opérationnel en janvier 2021. Et l'on se dit que ce sera certainement le bon moment quand les entreprises commenceront à avoir des résultats intermédiaires de l'année 2020 pour venir renforcer leur fonds propres. On peut passer au slide. Ah ben voilà, donc j'avais terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières par rapport à ce dont on a parlé. Ben, je demande au public, il n'y en a pas dans les chats. Par contre, je vais d'abord commencer. Oui. Vas-y. Je peux juste compléter le propos de Viviane. Donc, trois choses. Un, la présentation vous sera envoyée, comme ça vous avez tout après, parce que c'est un peu beaucoup en une fois et c'est très technique. Et donc, vous aurez pour vous et pour vos confrères la possibilité de faire circuler, on s'est mis d'accord avec Stein tantôt, le document, donc avec tous les éléments. Ça, je pense que c'est une bonne chose. La deuxième chose, si vous avez bien capté le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est on est 4-5 gros interlocuteurs autour de la table. Il y a les entrepreneurs, il y a la région qui met en place des dispositifs de soutien, principalement des primes pour couvrir la charge fixe qui n'est pas couverte par le droit passerelle, par le chômage temporaire, par les reports de charges ou l'absence de charges de la part du fédéral. Il reste quand même des charges fixes. Je ne parle pas encore des amortissements ici et des investissements. Je parle vraiment du compte de résultat au sens cash out. Et donc, on a ça. Et ensuite, on a l'entrepreneur, la région, la banque et l'asso Alfin et l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Comme Rodolphe l'a dit, le secteur bancaire a ses contraintes. Alors, on est d'accord avec ou pas, mais c'est comme ça. Et donc, le secteur bancaire a l'argent des citoyens, mais il doit aussi, comme c'est l'argent des citoyens, avoir une protection aussi, en tout cas, partielle et la plus élevée possible. Et donc, ce que nous, on essaye de faire, c'est de partager le risque avec la banque. Mais d'habitude, on a une approche 50-50. Si on fait du 50-50 ici, 50%, ça risque d'être trop risqué aussi parce qu'on n'a pas de vision pour l'instant sur la fin de cette crise. Et donc, on doit essayer de monter plus haut. Donc, on essaie de monter plus haut et on va chercher un troisième partenaire qui est l'Europe. Comme Viviane l'a dit, on essaye d'aller au FEI, qui est le Fonds européen d'investissement, pour avoir un troisième partenaire. Donc, du coup, ça permet de monter à 75% pour nous, et Rodolphe a expliqué qu'on est même 80% au niveau de l'État fédéral, de partage de risques. Donc, ça c'est la situation vers laquelle on va essayer d'aller. Donc, si vous comprenez bien le message, c'est les pistes de solutions, elles sont là. On va évidemment chaque fois essayer de travailler sur base de quelque chose qui tient la route et en tenant compte de votre réalité. Donc, je pense qu'on doit faire preuve de beaucoup de créativité. Viviane a expliqué qu'il y avait un système automatique qui permet de faire tous les petits dossiers en automatique. Donc, comme ça, on libère beaucoup de temps chez nous pour pouvoir faire des dossiers sur mesure qui sont un peu plus importants. J'ai envie de vous dire, quand il y a des investissements en cours, et j'ai fait un petit message à l'un ou l'autre d'entre vous que je connais pour leur dire, si tu as des gros investissements en cours, là, c'est évidemment beaucoup plus important, et je parle en tant qu'institution publique, de venir mettre des mesures sur des entreprises où il y a beaucoup d'investissements, ou en tout cas où il y a quelque chose du matériel, parce que vous êtes piégé, parce que vous avez mis tous vos résultats reportés, toute votre énergie, tout votre travail, parfois toute une carrière dans un bâtiment ou dans du matériel. Et donc, c'est clair que là, il y a beaucoup à perdre. Donc, on va essayer d'être très, 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 très proactif. Et c'est là qu'on doit aussi concentrer une partie de notre énergie. Donc, qu'on se comprenne bien, on est vraiment dispo. On a beaucoup investi puisqu'on avait l'année dernière qui était une année record, c'était 3000 interventions et qu'on est à 3000 interventions
au 30 septembre. Donc, on a vraiment pris beaucoup de dossiers, on prend beaucoup de risques et on est conscient de la situation avec vous. Et donc, soyons clairs, on a une possibilité aujourd'hui de pouvoir faire des choses. Le nouveau produit que Viviane explique, si vous vous rappelez de l'intervention de Rodolphe a dit nous ne faisons pas de private equity, nous ne faisons pas de capital à risque. Donc, ça veut dire qu'en gros, il dit nous, on n'intervient pas dans les fonds propres. Et le produit qu'on a mis en place, c'est vraiment un produit qui va permettre de justement venir reconstituer ces fonds propres, mais avec une échéance très longue, pour vous permettre aussi, si vous réfléchissez bien, d'éviter d'être à ce point fragilisé à un moment donné que les fonds propres que vous auriez besoin de remettre se feraient dans des mauvaises conditions. Je m'explique. Celui aujourd'hui qui a vraiment besoin de reconstituer ses fonds propres pourrait à un moment donné faire l'objet d'un rachat ou d'un investissement par un tiers qui rachèterait à bas prix votre entreprise parce que vous n'en pouvez plus et que vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui vienne. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec un prêt subordonné, et on travaille avec le secteur bancaire sur ce produit-là, mais avec le FEI aussi, parce que de nouveau, c'est risqué, on va permettre d'éviter de diluer votre capital tout en reconstituant vos fonds propres. Et si vous avez bien compris aussi ce que Viviane a dit, elle a dit identifiez déjà maintenant les besoins, pas pour le mois prochain ou pour la fin de l'année, mais tapez 12 mois plus loin, de manière à avoir une vue claire et de manière à faire le bouclage financier en se disant qu'un vaccin va arriver avant l'été. Et donc voilà. Et donc on pourra tous aller aux Francopholies et ce sera top. Alors moi j'ai quand même une question par rapport à tout ça. C'était très intéressant. Merci Jean-Pierre. Et moi j'ai une question. Que fait-on quand le banquier refuse de vous aider? Alors nous, on n'a pas de problème de cash tant qu'à présent. On n'a pas de crédit en cours. J'ai un crédit avec une autre société parce que j'ai racheté ma société simplement. Mais ma société, Clip Expo, qui est ma société, n'a pas de crédit en cours et je sollicite un crédit hypothécaire parce que nous devons déménager. Et on a, dans notre stratégie, vu qu'on payait pas mal de locations, on a décidé d'acheter un bâtiment, un remboursement en 15 ans qui serait nettement moins cher que les locations que je paye actuellement, donc est une bonne stratégie. Ma banque refuse mon crédit hypothécaire. Que puis-je faire? Je n'ai pas à faire de publicité pour qui que ce soit, mais rien ne vous empêche de solliciter une autre institution pour un crédit hypothécaire où il y a une garantie qui est l'immeuble lui-même. C'est ce que je fais. Hein. C'est ce que je fais, mais je vous avoue que j'avais vraiment un partenaire particulier qui m'avait énormément aidé dans ma reprise de société, que j'avais vraiment trouvé chouette. Donc, je me suis dit, je veux rester dans la même banque. Donc, j'ai sollicité qu'ils me connaissent. Donc, ils savent très bien, ça fait 20 ans qu'on est dans le business, qu'on avait un bilan qui était tout à fait bon. Et j'ai été vraiment choquée du manque de ma banque. Bien sûr que j'ai sollicité d'autres banques, mais je vais dire, si d'autres banques me refusent aussi, j'ai un peu peur de ça. Comment est-ce que la banque justifie ici le refus? Parce que je suis trop impactée Corona. Est-ce que tu ne ferais pas un petit zoom avec Viviane, ta banque et toi et on va essayer de chercher une solution. Ça va? Alors là, j'ai vraiment été choquée parce que je n'ai pas de problème de cash. J'ai en plus un crédit de caisse là-bas que je n'utilise pas. Et voilà, on est vraiment, malgré les circonstances, on arrive à gérer notre cash du mieux qu'on peut parce qu'on a fait beaucoup de reports de paiement. Et voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait. Maintenant, j'ai sollicité une autre banque et j'attends la réponse et j'espère qu'elle sera positive. Mais j'avoue que dans la crise qu'on vit actuellement, c'est vraiment quelque chose de très choquant. Mais parce qu'en plus, dans un investissement immobilier, on a une double solution qui vient compléter la banque, un système de garantie qui est une garantie en montant et complété par un système de prêt subordonné. Tout à fait. Ça me surprend parce qu'en comité de crédit, parce qu'au-delà des entreprises évidemment touchées par la crise, on a des comités de crédit pour des entreprises qui investissent et j'ai pas mal de projets pour le moment financés par des banques, d'investissement dans des bâtiments même. J'ai des restaurants qui viennent d'acheter leur propre bâtiment. Oui. Les banquiers suivent. Et c'était super raisonnable parce qu'on avait vraiment un gros projet. On s'est dit, nous, on va revoir notre projet vu des circonstances. Et on a vraiment un chouette projet qui est vraiment viable pour notre société. Peut-être que le banquier n'a pas connaissance de toutes les solutions complémentaires qui existent et qui pourraient venir mitiger son risque. Je ne sais pas. Oui, c'est dommage.
effectivement, je vais vous envoyer mon numéro de GSM Okay. et on peut effectivement s'entendre. Super. Pour un investissement immobilier, c'est surprenant, même si c'est votre secteur qui est touché, Oui. on a bien compris. Mais, Voilà. Et alors, j'avais une autre question aussi. Par exemple, tous les paiements que j'ai reportés, c'est des paiements à l'État, hein, c'est des charges sociales de mes employés, etc., qui sont en chômage temporaire, mais on paye quand même une partie quand ils viennent travailler, etc. Donc, on a reporté tous nos paiements. Est-ce que je dois déjà penser à un financement pour pouvoir payer ça fin d'année ou pas? Oui, vous devez maintenant le faire, oui. Et ça, oui, parce que ça fait clairement partie du creux de trésorerie que vous allez rencontrer le 31 le mois de décembre et qu'il faudrait financer maintenant avec… En ricochet. Je ne connais pas les montants, évidemment. Ça pourrait être du ricochet ou si c'est jusque 45 000 euros, ça peut être du ricochet, donc les 30 000 plus les 15 000. En fait, bon, si j'utilise mon crédit de caisse, je pourrais les payer. Mais bon, voilà. Faites un prêt ricochet ou alors, si le montant est plus important, un crédit garanti à 75% par la Soalfine. Ok, parfait. Mais n'attendez pas d'être le 15 décembre. D'accord, ok, parfait. Et comme vous le savez, la fédérale a décidé, on attend encore la vote et l'apparition dans le moniteur. Normalement, le Q3, vous ne devez pas payer les frais sociaux. Hein, donc, ce sera, ah non non, c'est carrément une annulation. Hein, donc, ah bon? Le Q3. Hein, donc, ça, c'est dans… Super, ça. Parfois, on arrive à faire des bonnes choses aussi. Donc, mais heureusement qu'on a eu le gouvernement, parce que franchement, avec le chômage temporaire, si on n'avait pas eu ça, on était mort. Hein. Oui, clairement. Et là aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets au niveau prolongation pour 2021, qui est tout à fait logique. Là, entre nous, je peux absolument vous dire que on entend de très bonnes réactions pour la prolongation. Ils gèrent aujourd'hui. Donc, quelle est l'étape qu'ils ont fait? Le gouvernement précédent n'a pas voulu aller plus loin que fin décembre 2021. Certaines questions de courtoisie entre parenthèses vers le nouveau gouvernement, donc parce qu'ils ont décidé ça, n'oubliez pas, ils ont décidé ça au mois de juillet, hein, donc ils ont quand même déjà à ce moment-là sauté assez loin. Et donc aujourd'hui, c'est le nouveau gouvernement de faire la prolongation, mais j'entends à aucun moment une hésitation pour le prolonger. Donc, il n'y aura pas de problème normalement pour le faire. J'ai aujourd'hui la crise actuelle de ces jours maintenant, mais je suis sûr certain que pour les semaines à venir, ça sera absolument sur la table. Et comme je le sens, nous le sentons en tout cas, il n'y aura pas de problème pour une prolongation. Ça va se faire. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça, je pense. Ça, c'est… Il n'y a aucune partie, ni politicien qu'on a rencontré qui met ça en question. Donc, ok, parfait. Entre-temps, vous savez trouver… Juste, après, je vous passe la parole de nouveau. Dans le chat, donc vous avez le bouton en bas du chat. Vous savez déjà télécharger les présentations que Rodolphe viennent de partager. Comme ça, les gens, tant qu'on continue encore avec la gestion des questions, puissent déjà télécharger. Donc, mais je vous passe la parole de nouveau. Donc, Laurence, vas-y. Non, mais ok, c'est parfait. Donc, moi, c'était très intéressant. Donc, j'ai les réponses à mes questions. Donc, de financer, je vais regarder ce que je devrais encore payer fin d'année. Continuer le chômage temporaire, pour nous, c'est vraiment nécessaire. Et j'avais une autre question. Est-ce que ce serait intéressant, parce que moi, évidemment, j'ai gelé mes prêts, le prêt de rachat de la société, donc j'ai reporté jusqu'à fin d'année, mais je paye toujours des intérêts. Est-ce qu'on peut revoir ça pour ne plus payer des intérêts ou est-ce qu'il faut laisser courir comme ça? Rodolphe, qu'est-ce que vous savez répondre là-dessus? Oui, non, pour les intérêts, il y a toujours moyen d'avoir des arrangements spécifiques, mais il y a des contraintes réglementaires qui font que les banques peuvent facilement accorder le report en capital, mais c'est plus compliqué pour les intérêts. Donc, rien n'empêche de poser la question, mais il y a des chances que vous ayez face à un refus en face de vous. En plus, ils ne sont pas très conciliants pour le moment. Donc, Mais ils sont un peu comme tout le monde. Hein. On navigue dans le brouillard et le brouillard, il est drôlement opaque. Mais en plus, on est dans un tunnel dont on ne voit pas la fin. Et donc, le métier d'un banquier, c'est de gérer le risque. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les paramètres, on n'a pas les thermomètres aujourd'hui pour gérer tout ça. Et donc, ça se traduit parfois par des décisions difficiles pour les clients.
mais c'est nécessaire et on sait qu'on aura encore des mois et des années très difficiles à venir. Merci. Je vous en prie. Joël, je vous écoute. Ton micro est encore fermé. Oui, bonjour. Oui. Oui. Ben, moi, je continue ce que Madame vient de dire. En fait, nous, on a loupé le coche du 20 septembre, donc on n'a pas su prolonger le report des crédits d'investissement. Est-ce que dans les nouvelles mesures qui vont être prises, malgré qu'on a loupé le coche du 20 septembre, est-ce qu'on pourrait redemander une prolongation ? Alors, j'en ai pas confirmation à ce stade-ci, mais évidemment, nous, on travaille dans ce sens-là. Mais de nouveau, on a un cadre réglementaire et le 20 septembre n'était pas pour faire plaisir aux banquiers, c'était la traduction d'une directive européenne qui limitait donc la possibilité d'avoir ce report au 30 septembre. Et donc, on a dû anticiper de quelques jours. C'est ce qui a fait le closing, pour dire ça comme ça, au 20 septembre. Maintenant, clairement, on veut permettre pour l'avenir, si on peut remettre en place la mesure, et ça c'est le point de départ, évidemment, si on a l'autorisation de relancer la mesure, c'est effectivement de permettre aux entreprises qui en ont bénéficié, et même aux entreprises qui n'ont pas bénéficié jusqu'ici du moindre report, par exemple en travaillant sur sa trésorerie propre, et ce sont en principe des entreprises qui, par définition, sont plus prudentes et plus solides, de pouvoir aussi bénéficier malgré tout dans les mois qui viennent, vu la prolongation de la situation de crise, de pouvoir faire appel au mécanisme du moratoire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Sinon, on va clôturer cette session. Moi, j'ai une petite question. Laurent Fortier, bonjour à tous. La question que je me pose, c'est par rapport au leasing, parce qu'on a pas mal finalement d'investissements qu'on a passés en leasing pour ne pas les avoir en pied de bilan. Et là, effectivement, ça continue à courir. Est-ce qu'on n'a pas non plus une solution pour faire un moratoire sur le capital et quitte à avoir un engagement de reprise, puisque la réponse du leaser, c'est de dire oui, mais si vous prolongez de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, la valeur résiduelle du bien ne sera plus la même. Étant entendu aussi que ce bien ne sert plus pour l'instant, donc il s'use moins, mais c'est encore un autre débat. Oui, question tout à fait pertinente, mais effectivement liée à la spécificité du leasing où le bien, effectivement, est l'élément de garantie et se déprécie. Bon, il y a différents types de biens aussi, hein. Il y a des machines, etc. Il y a des véhicules qui se déprécient malgré tout avec rien que le temps, même sans l'usage. Mais effectivement, là, on est conscient de ce problème-là. Mais effectivement, on est un petit peu bloqué par cet aspect propre au leasing. Mais c'est un point aussi qui est bien noté et sur lequel les sociétés de leasing réfléchissent aussi pour voir, bon, de nouveau, une approche au cas par cas, voire un financement, mais on sait que les entreprises n'ont pas nécessairement envie d'avoir un financement en plus par ailleurs et d'alourdir la position d'endettement. Mais un financement par ailleurs peut être une solution partielle en tout cas pour ce genre de situation. Bien sûr, mais on pourrait également avoir un engagement de la part du preneur de leasing de racheter l'équipement en fin de contrat et donc sortir ce risque de dépréciation, puisqu'on est quand même les mieux placés pour savoir la valeur résiduelle des outils qu'on emploie et connaître les marchés pour les revendre. Donc ce risque, on peut très bien l'assumer. Et j'ai déjà la majorité de mes contrats qui sont avec des valeurs résiduelles telles que de toute façon, je dois racheter et ça ne me pose pas de souci. Donc on pourrait sortir de la problématique avec cet engagement-là de la part de l'entrepreneur. Oui, en effet. Rien ne vous empêche de discuter ça avec votre organisme financier. Oui, c'est compliqué parce qu'en général, les structures de leasing se cachent derrière les banques. Enfin bref. Ouais. A priori, il n'y a pas d'obstacle, en tout cas juridique, à avancer avec des solutions pareilles. Ok, merci. Très bien. Encore d'autres questions? Sinon, on va clôturer la session. Donc, Viviane, Jean-Pierre et Rodolphe. Dans le temps normal, normalement, ce serait le moment de passer la bouteille de vin comme remerciement, mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas le faire. Donc, ça sera pour la prochaine édition qu'on puisse vivre d'une façon réelle, j'espère. En tout cas, merci pour votre temps, pour votre dédication, pour votre explication. Je pense que le fait qu'on a quand même pu aider quelques gens sur leurs questions montre vraiment la nécessité. Et donc, je pense que c'est vraiment un très bon... bien accueilli et donc un grand merci pour votre participation en tout cas.
Le message important, c'est n'ayez pas peur de nous téléphoner. Hein. N'ayez pas peur de nous téléphoner. Et voilà, parce que parfois, on pense que ce n'est pas possible, on pense qu'il n'y a pas de solution et on n'a peut-être pas toutes les infos. Et donc, n'ayez pas peur de téléphoner. Voilà. On a une équipe d'analystes et je suis très fier des analystes que j'ai parce qu'ils cherchent des solutions et voilà. Effectivement, c'est un business model qui tient la route sur le long terme. Il y a toujours une solution et on peut essayer de greffer des solutions parce que ça vit. Voilà. Tout à fait. Il faut parler, ça c'est le message clé, parler avec le comptable tout d'abord, parler avec votre banquier et si c'est nécessaire, passer au Sovalfin pour mettre le dossier sur la table et regarder au moins jusqu'au bout des possibilités de solutions. Et si votre société est saine et il y a un business plan qui tienne la route pour le futur, je suis convaincu qu'il y aura des solutions qui sont possibles, disponibles. Voilà. C'est un secteur qu'on aime bien. Tout le monde aime bien. Tout à fait. Rendez-vous au bar. On parlera de vous après, quand on sortira du Covid. Hein. Rendez-vous au bar 2 l'année prochaine au Los Ardentes. Très bien. Allez, voilà. Bonne journée, au revoir. Un grand merci. Ciao. Salut.